Un fermier veuf détestait les enfants, jusqu'à ce qu'une pauvre femme sans abri frappe à sa porte en pleine tempête et que sa vie change à jamais. Pierre Lefebvre n'avait jamais été un homme de grand discours. À 38 ans, il portait le silence comme une seconde peau, et cela faisait désormais 5 ans que personne n'avait entendu sa voix plus longue que quelques mots nécessaires. La ferme qu'il entretenait seul, nichée dans les collines boisées de l'Auvergne, semblait hors du temps. Entourée de champs de lavande et de pommiers en file indienne, elle dégageait une beauté austère, rigoureusement soignée, mais sans éclat. Depuis l'accident, tout s'était arrêté. Les couleurs, les sons, les élans. Il se levait, il travaillait, il dormait. Rien d'autre. Avant le drame, la maison avait été habitée par la lumière. Sa femme, Claire, possédait ce rire clair qui remplissait les pièces et débordait jusque dans les vergers. Ils parlèrent de tout, rêvaient d'agrandir la maison pour une famille nombreuse, faisaient des projets pour transformer les pommes en cidre artisanal. Mais un virage sous la pluie, une nuit d'octobre, avait tout emporté. Claire, enceinte de leur première fille, n'était jamais revenue de la ville. Et Pierre, du jour au lendemain, avait cessé de parler d'avenir. Depuis, il s'était retiré du monde. Les rares fois où il descendait au village, c'était pour vendre quelques pommes ou acheter des outils. Il ne restait jamais plus de 5 minutes, évitant toute conversation. Les enfants, surtout, le faisaient fuir. Leur insouciance lui rappelait ce qu'il n'aurait jamais. Leur voix perçante le blessait comme une vieille cicatrice mal refermée. On le surnommait parfois le muet des collines, entre moquerie et respect mêlés de peur. Mais Pierre s'en moquait. Le silence, au moins, ne trahissait pas. Il n'avait pas changé une seule pièce de la maison depuis la disparition de Claire. Ses affaires restaient là où elle les avait laissées. Sa veste suspendue derrière la porte, ses bottes alignées près du poêle, une écharpe en laine oubliée sur le dossier d'une chaise. Même la chambre d'enfant, dont il n'avait eu le temps que de peindre les murs en jaune pastel, était restée close, la poignée jamais tournée. Cela lui donnait l'illusion que rien n'avait été effacé, que le monde n'avait fait que s'arrêter, figé dans une éternité douloureuse. Son quotidien était réglé comme une horloge, réveil avant l'aube, récolte, taille des pommiers, entretien des allées de lavande, repas frugal, lecture d'un vieux livre déjà 1000 fois lu, sommeil sans rêve, pas de courrier, pas d'écran, pas de visite. Il parlait parfois aux arbres ou aux outils, par habitude, mais même sa voix semblait étrangère à ses oreilles. Il ne cherchait plus rien. Il survivait seulement. Et pourtant, cette nuit-là, le silence allait être brisé. La journée avait été étouffante, l'air chargé d'électricité. Le ciel, au crépuscule, s'était teinté d'un violet orageux que Pierre connaissait bien. Une tempête allait tomber, une de celles qui giflent les toitures et tordent les arbres. Il avait rentré les outils, vérifié les volets, couvert les animaux. Puis il s'était installé près du poêle, écoutant le vent monter, les premières gouttes tambouriner contre les vitres. Puis il y eut ces 3 coups. 3 coups secs, nets, comme un battement de cœur interrompu. Pierre se figea. Il n'attendait personne, évidemment. Il n'avait attendu personne depuis 5 ans. Il pensa d'abord à un animal, puis à un voyageur perdu, une idée absurde dans cette région isolée. La pluie tombait à présent avec une violence inouïe. Il se leva lentement, poussé par une inquiétude sourde. En ouvrant la porte, il vit d'abord les yeux. 3 paires d'yeux. Une femme, trempée jusqu'aux os, ses cheveux noirs plaqués contre le visage, tenait par la main 2 enfants d'environ 6 ans, un garçon et une fille. Tous les 3 frissonnaient, mais seuls les yeux de la femme parlaient, un regard qui suppliait, sans mots, avec une urgence désespérée. Elle tenta de dire quelque chose, mais sa voix se perdit dans le grondement du tonnerre. Pierre, immobile, fixait les enfants. Un poids glacial s'abattit sur sa poitrine. Des enfants, ici, dans sa maison. Il voulait refermer la porte, effacer cette vision. Mais il ne bougea pas. Car pour la première fois depuis des années, son silence venait d'être dérangé non par des mots, mais par une présence. Et quelque chose, au fond de lui, vacilla. La femme ne disait rien, mais tout en elle criait, son visage tiré, ses vêtements collés à la peau, ses épaules tremblantes. L'orage les avait dévorés, eux et leurs maigres sacs de toile dégoulinants à leurs pieds. Pierre, toujours figé, sentait l'eau froide pénétrer sous sa chemise ouverte, mais il ne bougeait pas. Ce n'était pas le vent ni la pluie qui l'avaient cloué sur place, mais l'image impossible de ses enfants. Des jumeaux, semblait-il.
Le garçon portait une veste trop grande, le col remonté jusqu'au menton, les yeux cachés sous une frange brune. La petite fille, elle, le fixait sans ciller, d'un regard aussi perçant que celui de Claire. « S'il vous plaît », souffla enfin la femme, presque inaudible. Cette voix, une voix vivante, étrangère, résonna dans le silence figé de la maison. Elle n'avait pas crié, elle n'avait pas expliqué, juste ces 3 mots. Pierre cligna des yeux, comme pour s'assurer qu'il ne rêvait pas. Le vent hurlait dans les arbres, la pluie battait les murs, mais ces mots restaient là, suspendus. Il aurait pu fermer la porte, il aurait dû. Et pourtant, il se poussa. Ils entrèrent, hésitants, ruisselant d'eau et de boue. La femme serra les mains des enfants avec force, les gardant près d'elle comme s'ils risquaient de lui être arrachés. Pierre referma la porte, puis se dirigea sans un mot vers la cheminée, où il jeta quelques bûches pour raviver le feu. La pièce s'emplit d'un crépitement rassurant. Il leur fit signe de s'approcher. Ils s'assirent, les enfants serrés contre leur mère, comme une entité unique. Personne ne parla pendant de longues minutes. Seuls les craquements du feu et les respirations précipitées remplissaient l'espace. Finalement, il apporta 3 serviettes en coton usé qu'il tendit sans un mot. Elle murmura un « merci », à peine audible, puis commença à frotter les cheveux de ses enfants. L'homme observa la scène à distance, l'ombre d'un souvenir menaçant de remonter à la surface. Il détourna les yeux, fixa la pluie sur la fenêtre. Il se sentait étranger à sa propre maison. Ce fut le garçon qui brisa le silence. « On peut rester ici, juste cette nuit ?» demanda-t-il, sa voix frêle mais posée. Pierre ne répondit pas tout de suite. Il n'en avait pas envie. Sa bouche refusait de coopérer, comme rouillée par l'inutilité des mots. Il hocha simplement la tête. Le soulagement fut palpable. La femme, toujours muette, posa une main sur le bras de son fils puis sur le front de sa fille. Elle paraissait au bord de l'épuisement. Il prépara un thé, le même qu'il buvait tous les soirs. Lavande, thym, miel. Le parfum emplit la pièce, réveillant un fragment de mémoire douloureux. Claire aimait ce thé. La femme le regarda déposer les tasses, surprise. Elle semblait chercher ses mots, mais abandonna. Après avoir bu, les enfants s'endormirent rapidement, serrés l'un contre l'autre sur le vieux canapé près de la cheminée. Leurs traits détendus étaient ceux d'enfants ordinaires, et pourtant, quelque chose dans leur présence dérangeait Pierre, comme s'il portait un secret. La femme, elle, ne dormait pas. Elle scrutait la pièce, les objets, les murs. Puis, dans un murmure presque honteux, elle dit « Vous ne nous connaissez pas, mais je vous ai cherché. » Pierre fronça les sourcils. Ce n'était pas une phrase anodine. Il ouvrit la bouche sans qu'aucun mot n'en sorte. Elle reprit d'une voix plus ferme « Mon nom est Élise, et ces enfants ne sont pas les miens. » L'effet fut immédiat. Le silence devint un abîme. Pierre resta pétrifié. Les enfants dormaient. La tempête faisait rage dehors. Et cette femme lui annonçait posément que les enfants qu'elle protégeait n'étaient pas les siens. « Je les ai enlevés, » dit-elle alors, les yeux humides, mais sans trembler. « Pour les sauver. » Pierre ne comprenait pas. Chaque mot semblait soulever un voile sur une histoire qu'il n'avait pas demandée. Il avait laissé entrer une étrangère avec 2 enfants, et maintenant cette étrangère disait fuir, être en fuite. Elle avait les traits tirés de quelqu'un qui porte une vérité insupportable. Il se leva brusquement, ses gestes brusques renversant presque une chaise. Elle ne bougea pas. « Je ne suis pas une criminelle, » dit-elle. Mais je ne pouvais pas les laisser là-bas. Il voulut demander où, pourquoi, de quoi elle parlait. Mais les questions restèrent coincées. 5 années de silence, cela ne se brisait pas en une nuit. « Je vous dirai tout, mais pas maintenant. Ils ont besoin de dormir, moi aussi. Et je crois que vous avez besoin d'y réfléchir. » Elle avait raison. Il n'était pas prêt, pas encore. Il jeta un dernier regard aux enfants endormis, puis sortit sans bruit dans la nuit, sous l'averse battante, respirer autre chose que la peur d'une étrangère. Au petit matin, le ciel semblait lavé, apaisé, comme si la nuit n'avait été qu'un rêve violent. L'humidité persistait sur les tuiles et les feuilles détrempées pendaient lourdement aux branches. Pierre, resté dehors jusqu'à ce que la pluie se transforme en brume, n'avait pas fermé l'œil. Il avait marché en rond autour de la grange, les mains dans les poches, essayant de mettre de l'ordre dans ce qu'il venait de vivre. Chaque pas dans la boue ressemblait à une tentative d'enfouir les pensées trop lourdes. Quand il rentra, la maison était calme. Le feu avait faibli mais tenait encore bon. Élise dormait en chien de fusil sur le tapis,
une couverture de laine sur les épaules. Les enfants, eux, n'avaient pas bougé. Pierre les observa longtemps, son regard allant du visage paisible du garçon au cils long de la petite. Ils ne ressemblaient pas à leur protectrice. Rien ne les liait par le sang, cela se voyait. Et pourtant, dans leurs corps endormis, il y avait cette proximité qui ne mentait pas. Une peur partagée peut-être, une urgence qui créait un lien plus fort que les origines. Il prépara du pain grillé, fit chauffer du lait, comme il le faisait tous les matins pour lui-même. Mais cette fois, il posa 4 tasses sur la table. Il n'aimait pas cette sensation. Anticiper la présence des autres, adapter ses gestes, céder du territoire. Pourtant, il ne pouvait les ignorer. Quelque chose en lui, plus fort que la solitude, l'avait forcé à s'ouvrir cette porte. Maintenant qu'ils étaient là, il ne savait plus comment faire pour les en éloigner. Élise se réveilla la première. Ses yeux rencontrèrent ceux de Pierre sans surprise. Elle se leva, ramassa un coin de couverture pour le replier machinalement, puis s'assit à table sans un mot. Il lui tendit une tasse. Elle prit le lait, goûta, puis souffla doucement. « Merci. » Il hocha la tête. « Ils vont se réveiller bientôt, » dit-elle ensuite. « Ils ont besoin d'un endroit calme. Vous avez ce genre d'endroit. » Pierre ne répondit pas. Il se contenta de fixer la buée sur la vitre où la lumière filtrait timidement. Il se sentait comme un intrus dans sa propre cuisine. Élise ne s'expliquait toujours pas. Elle lui avait lancé une vérité brutale la veille, puis s'était tue. Il savait que tout ce qu'elle ne disait pas pesait davantage encore. Les enfants émergèrent peu après, frottant leurs yeux, la démarche hésitante. Le garçon murmura un bonjour, presque timide. La petite, elle, regarda Pierre longuement avant de s'asseoir à sa droite. Il sentit la chaleur de son épaule effleurer la sienne. Ce geste innocent provoqua en lui une onde de trouble qu'il ne comprenait pas. Ils mangèrent en silence, chacun absorbé par le bruit du pain croquant et du lait chaud. Puis Élise se leva, indiqua la porte. « On doit parler. » Ils sortirent dans le jardin sous les nuages encore bas. Les bottes de Pierre enfonçaient la terre humide. Élise se tenait droite, comme si elle cherchait à rassembler son courage. Ils s'appellent Jules et Nina. Ils sont jumeaux. Ils viennent d'un endroit que je ne peux pas nommer, pas encore. Elle s'interrompit, jaugeant sa réaction. Il restait impassible. Je travaillais pour un institut, pas un orphelinat, pas une école, quelque chose de plus discret. On disait que c'était pour des enfants spéciaux. On ne nous disait pas tout. Moi, j'étais chargé de les surveiller, d'observer leur comportement. Elle parlait vite maintenant, comme si l'aveu était un poison qu'il fallait expulser d'un seul souffle. J'ai vu des choses, des expériences, des enfants disparaître. Et un jour, j'ai compris que Jules et Nina allaient être les prochains. Je ne pouvais pas eux. Alors j'ai fui. Pierre sentit un frisson remonter sa colonne. Des mots comme institut, expérience, disparaître lui évoquaient des réalités qu'il croyait réservées aux romans ou aux cauchemars. Élise approcha d'un pas. « Je vous ai trouvé parce que Claire parlait de vous. » Elle avait participé à une conférence sur l'agriculture locale. Elle disait que si un jour elle devait disparaître, vous seriez l'homme à protéger ce qui reste. Claire. Ce nom, prononcé à voix haute, lui coupa la respiration. Il détourna les yeux. Le nom de sa femme dans la bouche de cette étrangère, comme un vol, comme une intrusion. Et pourtant, la vérité vibrait dans cette affirmation. Élise murmura « Ils ont quelque chose qu'on voulait leur enlever. Vous verrez. » Elle retourna vers la maison, le laissant seul face à la brume. Pierre resta longtemps dehors, les poings serrés. Il ne croyait pas au miracle, mais il savait reconnaître la peur, l'urgence et la sincérité. Et les enfants, ces deux êtres silencieux, venaient peut-être de réveiller en lui ce qu'il croyait à jamais enseveli. Le lendemain, la lumière s'était faite plus vive, presque insolente. Une clarté nouvelle baignait la ferme, révélant chaque grain de poussière, chaque fissure dans les murs oubliés. Pierre n'avait pas dormi. Il s'était assis dans la grange, dos contre une botte de foin, à fixer le vide. Les mots d'Élise tournaient en boucle, comme un vieux disque rayé. Quelque chose qu'on voulait leur enlever. Ces enfants, disait-elle, avaient en eux une vérité que certains cherchaient à effacer. Ils n'y croyaient pas encore, mais ils n'arrivaient pas non plus à l'ignorer. Quand il rentra dans la maison, les enfants étaient déjà réveillés. Jules dessinait sur une feuille de papier récupérée dans une vieille pile près de la bibliothèque. Nina empilait des pommes sur la table, en silence, comme si elle construisait une tour fragile. Élise versait du lait dans un bol. Rien dans cette scène ne semblait appartenir à un monde en fuite.
C'était presque une matinée ordinaire. Et pourtant, tout sonnait faux, déplacé, comme un décor trop parfait. Pierre s'approcha de la petite. Elle leva les yeux vers lui, un sourire minuscule aux lèvres. Il regarda les pommes alignées avec précision. Rouge, verte, puis de nouveau rouge. Il voulut lui demander ce qu'elle faisait, mais se contenta d'un regard interrogateur. Nina répondit sans attendre de questions. « C'est un message. Pour lui. » Elle pointa son frère. Jules leva les yeux de son dessin. « Elle pense qu'il ne m'écoute pas, mais je l'entends. Toujours. » Pierre recula légèrement. Ce n'était pas la phrase en soi, mais la manière dont elle avait été dite. Calme, détaché comme une évidence. Jules replongea dans son dessin. Il traçait des cercles, des lignes entrecroisées, des symboles que Pierre ne reconnaissait pas. Il s'approcha, observa. Le cœur se serra. Ce qu'il voyait, ce n'était pas un simple gribouillage d'enfant. C'était une carte, une représentation abstraite mais nette de la ferme, de ses champs et même de la rivière derrière les collines. Et au centre, un symbole étrange, semblable à un œil stylisé. « Tu connais ça ?» demanda Jules, sans même regarder Pierre. L'homme resta muet. Il ne pouvait pas parler. Pas encore. Jules leva les yeux puis haussa les épaules. « C'est pas grave, tu comprendras plus tard. » Élise s'approcha doucement. Ils ressentent les choses. Voient ce qu'on ne voit pas. Je l'ai compris trop tard. L'Institut appelait ça « perception avancée ». Mais ce n'est pas seulement ça. Ils se parlent sans parler. Pierre fronça les sourcils. Il regarda Jules, puis Nina. Il ne semblait nous pas mentir ni jouer. Il pensa à Claire, à ses rêveries sur l'intuition humaine, sur les enfants qui savent avant de comprendre. Elle avait toujours été plus sensible que lui, plus ouverte à l'invisible. Était-ce cela qu'elle avait perçu, cet étrange potentiel? Il prit le dessin et le posa sur la table. Puis il sortit. Pas par colère, mais parce qu'il avait besoin d'air, d'espace pour respirer. Dehors, les pommiers luisaient sous le soleil, comme lavés par la nuit. Pierre marcha jusqu'au verger, ses bottes traçant un chemin dans l'herbe humide. Il se pencha près d'un arbre qu'il avait planté avec Claire des années plus tôt. Il effleura l'écorce, comme on effleure un souvenir. C'est là que Nina arriva. Il ne l'avait pas entendue. Elle tenait une pomme dans sa main. « Tu parles pas, hein ?» demanda-t-elle. Il secoua la tête. « Moi non plus, parfois. Mais Jules m'entend quand même. » Elle croqua dans la pomme. « Il dit que t'as perdu quelqu'un. Moi, j'ai pas perdu. J'ai été prise, c'est pas pareil. » Pierre sentit une douleur monter, mais il resta immobile. L'enfant s'assit à côté de lui, la robe mouillée par l'herbe. « Jules dit que t'es bon, mais triste. Très triste. Moi, je dis que t'es fort. Pas pareil non plus. » Ces mots, simples et directs, perçaient plus profond que tout ce qu'Élise avait dit. Pierre sentit ses yeux picoter, mais il détourna le regard. « Tu vas nous garder ?» demanda Nina alors. Il ne répondit pas, il ne pouvait pas. Elle ne semblait pas attendre de réponse. Elle posa la pomme à ses pieds, puis repartit en courant vers la maison. Pierre resta longtemps près de l'arbre. Le vent agitait doucement les feuilles, et pour la première fois depuis des années, le silence autour de lui ne lui pesait pas. Il était habité, peuplé. Les enfants portaient en eux quelque chose qu'ils ne comprenaient pas encore. Mais il savait au fond de lui qu'il n'était plus possible de faire comme s'il n'existait pas. En rentrant, il trouva Élise debout près de la porte. Elle avait les bras croisés, le regard ferme. Ils sont différents, mais ils ne sont pas dangereux. C'est le monde qui l'est. Elle le fixa. Si vous les renvoyez, ils ne survivront pas. Pierre soutint son regard. Puis, lentement, il acquiesça. L'accord n'avait été ni signé ni prononcé, mais il s'était inscrit dans l'air de la maison comme une évidence. Pierre avait accepté. Il ne l'avait pas formulé, mais il l'avait montré. Par sa présence constante, par les gestes silencieux qu'il multipliait à l'égard des enfants, par l'espace qu'il leur cédait sans jamais rien réclamer. Élise comprit tout de suite. Elle avait trouvé l'endroit qu'elle cherchait. Une ferme perdue dans les collines, invisible au regard, et un homme dont le silence était la plus sûre des protections. Les jours qui suivirent apportèrent une étrange stabilité. Une routine naquit, d'abord fragile, puis de plus en plus nette. Le matin, Jules et Nina aidaient dans le verger, ramassant les fruits tombés ou arrosant les jeunes plants. Pierre les observait du coin de l'œil, toujours à distance, mais jamais absent. Élise, elle, nettoyait la maison,
triait les objets laissés par Claire avec une discrétion presque sacrée. Elle ne posait jamais de questions sur la femme disparue, mais respectait chaque trace de sa mémoire. Un après-midi, Pierre trouva Nina assise dans la grange, un vieux livre de Claire sur les genoux. Elle ne savait pas lire tous les mots, mais elle suivait les lignes du doigt, comme si elle en percevait l'essence. Quand il s'approcha, elle leva les yeux, sérieuse. Elle écrivait sur les graines, sur les plantes qui se défendent toutes seules, comme si elle savait ce qui allait arriver. Pierre regarda le livre. Il le connaissait par cœur. Claire y avait consigné ses pensées sur la biodiversité, sur les formes d'intelligence végétale. Il y avait même une page consacrée à l'idée que certaines plantes pouvaient ressentir leur environnement. « Tu crois que les plantes parlent ?» demanda Nina. Il ne répondit pas, mais il s'assit à côté d'elle. Cela suffisait. Jules, lui, était plus secret. Il passait de longues heures à dessiner, à aligner des objets selon une logique qui échappait à tous, sauf à sa sœur. Parfois, Pierre le surprenait en train de fixer un mur, immobile, comme s'il écoutait quelque chose d'invisible. Lorsqu'Élise lui demanda ce qu'il faisait, il répondit simplement « Je cherche les points faibles ». Elle n'insista pas. Ce fut quelques jours plus tard que le premier signe apparut. Un matin, alors qu'il préparait un sillon pour de nouvelles semences, Pierre sentit une vibration étrange sous ses pieds. Une résonance discrète, comme un battement sourd venu de la terre. Il s'arrêta, écouta. Rien. Puis il vit Jules, à quelques mètres, les mains posées sur le sol, les yeux fermés. « Il y a de l'eau là-dessous », dit le garçon sans lever la tête. « Pas très profond. Elle cherche à remonter. » Pierre resta figé. Il connaissait ce terrain par cœur. Et pourtant, il n'avait jamais détecté cette nappe souterraine. Le soir même, il creusa à l'endroit indiqué. 3 heures plus tard, l'eau jaillit. Claire elle-même n'avait jamais deviné cette source. Ce fut le point de bascule. L'instant où Pierre comprit qu'il ne s'agissait plus de coïncidence ou d'imagination. Les enfants voyaient, ressentaient, percevaient autrement. Et cela changeait tout. La ferme, jadis figée dans une douleur silencieuse, se transforma peu à peu. Les pièces reprirent vie. La cuisine sentit à nouveau les épices. Le salon, depuis longtemps déserté, résonna de rires étouffés. Même la chambre de l'enfant à naître fut rouverte. Élise y installa des matelas au sol, des couvertures pliées. Pas comme une chambre d'enfant, mais comme un abri. Pierre, de son côté, redoubla d'efforts dans les champs. Il voulait que la terre donne plus. Il voulait nourrir, protéger et maintenir vivant ce refuge devenu nécessaire. Mais dans ses gestes, il y avait aussi autre chose. Une forme de renaissance. Il n'était plus seulement gardien de souvenirs. Il devenait témoin du présent. Pourtant, dans cette paix retrouvée, quelque chose restait suspendu. Une tension latente, discrète, mais constante. Élise gardait ses distances. Elle ne parlait jamais de ce qu'elle avait fui, ne disait rien sur l'endroit qu'elle appelait l'Institut. Elle prétendait que le silence protégeait mieux que les détails. Pierre respectait cela, mais il sentait que le danger rôdait. Il le voyait dans ses gestes brusques quand un hélicoptère passait au loin, dans la manière dont elle vérifiait la porte chaque nuit, dans ses insomnies. Un soir, alors que les enfants dormaient, Pierre l'invita à s'asseoir sur le banc près du poêle. Il ne parla pas, mais il lui offrit un verre d'infusion, le même que Claire préparait autrefois. Elle le prit, le regarda longuement. « Vous voulez savoir ce qu'ils sont, n'est-ce pas ?» Il hocha la tête. « Moi aussi, je ne sais pas vraiment. Mais je sais ce qu'ils ne sont pas. Ils ne sont pas des erreurs, pas des anomalies, pas des cobayes. » Elle baissa la voix. « Ils sont ce que nous avons oublié d'être, sensibles, connectés, incontrôlables. Et c'est ce qui fait peur aux puissants. » Pierre resta silencieux, mais il comprit. La ferme n'était plus seulement un lieu de repli, c'était devenu un bastion. Un terrain où ses enfants pouvaient peut-être grandir sans qu'on leur arrache ce qu'ils portaient. Il leva les yeux vers Élise. Pour la première fois, il murmura, dans un souffle rauque, « On les protégera. » Et ce fut tout, mais ce fut suffisant. Les jours suivants, le calme persista, mais ce calme avait changé de texture. Il n'était plus simplement le silence d'une campagne isolée. Il était devenu une attente. Quelque chose d'invisible avait franchi les collines et s'était glissé dans l'air. Pierre, sans le dire, le ressentait. Élise aussi. Même les enfants, bien qu'occupés à leurs jeux et aux tâches du quotidien, semblaient là parfois s'interrompre brusquement, comme s'ils percevaient des bruits que nul autre n'entendait.
Cela commença par de petites choses. Un chien du voisinage, habituellement invisible, surgit au bord de la propriété, grognant vers la maison. Il ne s'approcha pas mais resta là plusieurs heures, le regard figé sur la façade. Puis un matin, Pierre trouva la barrière ouest entr'ouverte. Il était pourtant sûr de l'avoir refermée la veille. Aucune trace de pas de vent suffisant pour l'avoir poussée, seulement ce vide suspect. Le troisième signe ne laissa plus place au doute. Un drone, noir, silencieux, à peine plus gros qu'un oiseau, apparut à l'horizon, survola lentement les champs, puis s'éloigna. Pierre l'aperçut alors qu'il coupait du bois derrière la grange. Il ne paniqua pas. Il le suivit des yeux jusqu'à ce qu'il disparaisse. Puis il rentra, posa la hache et fit signe à Élise. Ils ne parlèrent pas, mais elle comprit. Ce soir-là, les volets furent fermés avant le coucher du soleil, les lumières tamisées, les enfants couchés plus tôt. Élise resta éveillée, un couteau de cuisine à portée de main. Pierre, lui, monta au grenier. Il n'y avait plus mis les pieds depuis des années. Là, dans une vieille malle couverte de toiles d'araignée, il retrouva ce que Claire appelait les justes précautions. Une vieille paire de jumelles militaires, une radio à ondes courtes et un carnet à la couverture de cuir. Il le feuilleta. Claire y avait noté des réflexions sur les menaces invisibles, les peurs diffuses qu'elle n'osait pas partager à voix haute. Elle parlait d'un réseau de gens influents qui voulaient dominer non seulement la nature, mais aussi ceux qui la comprenaient. À la page centrale, une phrase soulignée 3 fois « Ce qu'ils ne peuvent contrôler, ils le détruisent ». Pierre referma le carnet avec lenteur. La peur s'installa en lui. Pas une peur immédiate, mais celle, insidieuse, de perdre de nouveau, de ne pas être assez fort pour empêcher l'inévitable. Le lendemain, Jules se leva le premier. Il sortit sans bruit, marcha pieds nus jusqu'au champ de lavande et s'agenouilla. Il posa ses mains à plat sur le sol. Nina le rejoignit bientôt. Ensemble, ils restèrent là, immobiles, pendant de longues minutes. Élise les observait de la fenêtre. Elle ne dit rien à Pierre, mais quand il les vit revenir, les pieds sales, les yeux brillants, il sut que quelque chose avait changé. « Ils arrivent », dit Jules ce soir-là. C'était une affirmation, pas une prédiction. Pierre ferma la grange à double tour. Élise cacha les papiers d'identité, les affaires des enfants, tout ce qui pouvait les identifier. Ils creusèrent derrière le poulailler, y dissimulèrent une boîte de métal contenant les dessins de Jules, le carnet de Claire et quelques objets personnels. Pas par paranoïa, par lucidité. 2 jours passèrent. Puis, un matin, au loin, on entendit un moteur, une voiture. Pierre monta dans le grenier, les jumelles à la main. Il vit d'abord un nuage de poussière, puis un véhicule noir, sans plaque visible, aux vitres teintées. Il ne venait pas du village. Il ne cherchait pas à se perdre. Il venait droit vers la ferme. Il descendit, le visage fermé. « Ils sont là », dit-il simplement. Élise pâlit. Elle prit les enfants, les fit entrer dans la cave, leur donna de quoi manger, les serra contre elle. Pierre resta dehors, sur le seuil. Le silence l'habitait de nouveau, mais ce silence n'était plus de la fuite, c'était une arme. La voiture s'arrêta à quelques mètres. 2 hommes en sortirent, costumes sombres, démarches lentes. L'un d'eux portait une mallette. Ils ne saluèrent pas, ne sourirent pas. « Monsieur Lefebvre » dit le premier d'une voix calme mais froide. Pierre ne répondit pas. « Nous cherchons 2 enfants, un garçon et une fille. Jumeaux. Ils ont été enlevés par une femme dangereuse. Nous avons des raisons de croire qu'ils sont ici. » Pierre ne bougea pas. L'homme continua. « Nous avons un mandat, mais nous préférerions éviter les procédures. Si vous coopérez, tout sera simple. » Silence. L'homme soupira. « Nous savons que vous n'avez rien à voir avec elle, mais vous risquez d'être complice si vous ne nous aidez pas. » Pierre pencha légèrement la tête. Il croisa les bras. Ne dit rien, mais son regard, fixe, déterminé, suffisait. Il n'y aurait pas de coopération. Le deuxième homme s'approcha d'un pas. Pierre ne bougea toujours pas, mais ses poings se serrèrent. L'homme stoppa, hésitant. Il avait vu dans ce silence une force qu'il ne comprenait pas. Finalement, les 2 repartirent, sans insister. Mais Pierre savait qu'il reviendrait. Quand il rentra, Élise se leva. Il la regarda puis descendit dans la cave. Jules dormait déjà. Nina, éveillée, le regardait. « On doit partir ?» demanda-t-elle. Pierre secoua la tête. « On se cache ?» Il s'agenouilla, posa sa main sur la sienne.
Puis il murmura dans un souffle presque imperceptible, « On se prépare ». Le départ des deux hommes n'avait rien d'un soulagement. Leur visite n'était qu'un prélude. Une manière de sonder le terrain, de tester les limites, d'évaluer la résistance. Pierre le savait, Élise aussi. Ce n'était plus une supposition. Ils étaient traqués, et les visiteurs reviendraient avec d'autres méthodes. Le jour suivant fut consacré à la préparation. Pierre, méthodique, réorganisa l'ensemble de la propriété. Il créa des chemins dissimulés entre les haies, des cachettes sous les planches de la grange, camoufla des provisions dans des barils enterrés. Il ne pensait pas à fuir. Il pensait à tenir. Élise, de son côté, mit en place une sorte de code, des signaux simples que Jules et Nina pourraient suivre si elle ou Pierre n'étaient pas là. 3 coups sur le mur signifiaient cachette immédiate. Un sifflement court voulait dire calme mais attentif. Les enfants apprenaient vite, trop vite. Nina demanda à Pierre, ce matin-là, pourquoi il ne parlait jamais. Il ne répondit pas, comme toujours. Mais elle insista. Alors il écrivit sur une feuille. Parce que les mots n'ont pas empêché la douleur. Elle le lut, plia la feuille, puis la garda dans sa poche sans un mot de plus. Jules, lui, recommença à dessiner. Mais ses dessins changèrent. Ce n'étaient plus des symboles ou des cartes, mais des visages. Des visages qu'il n'avait jamais vus. Des hommes, des femmes, tous marqués par des yeux sans pupilles, vides, inhumains. Lorsqu'Élise lui demanda d'où ils venaient, il répondit « Ils approchent ». Mais ils ne nous voient pas encore. Cette phrase frappa Pierre comme un avertissement. Il commença alors à observer les alentours de la ferme plus intensément. Chaque silhouette à l'horizon devenait suspecte. Chaque véhicule, même lointain, retenait son attention. Il comprit bientôt que la menace ne viendrait pas par la route, elle viendrait autrement. Le soir même, la radio à ondes courtes grésilla. Un signal faible, presque imperceptible. Il tourna les boutons, cherchant une fréquence stable. Puis un mot capté au milieu d'un souffle statique. Cible confirmée, suivi d'un code qu'il ne comprenait pas. Il coupa immédiatement l'appareil. C'était suffisant. Élise le rejoignit dans la cuisine. Ils savent. Ce n'était pas une question. Il hocha la tête. Alors on agit, maintenant. Ils décidèrent de mettre en place un plan de protection actif, une routine de veille permanente. L'un d'eux toujours debout, les enfants jamais seuls. Nina dormait désormais près de la cave avec un sac préparé. Jules, lui, passait de plus en plus de temps dans le vieux poulailler qu'il avait transformé en abri personnel. Il y avait suspendu des ficelles, des plumes, des morceaux de métal rouillés. Il disait que cela brouillait les choses qui voient à travers. Un matin, Pierre découvrit un cercle tracé au charbon devant la porte. À l'intérieur, une pomme coupée en deux posée sur une feuille de papier froissé. Dessus, un mot griffonné d'une main inconnue. « Revenez ». Il ne montra pas la note à Élise, mais il la brûla, lentement, devant les enfants. Ils regardèrent, sans poser de questions. La nuit suivante, la menace prit forme, pas en chair mais en signe. Les animaux de la ferme, habituellement calmes, se mirent à tourner en rond. Le chien du voisin, revenu en silence, hurla à la mort, puis disparut. Et vers 3 heures du matin, un bourdonnement sourd envahit l'air comme un écho venu d'ailleurs. Ni avion ni hélicoptère, quelque chose de plus subtil, de plus insidieux. Jules se leva en sursaut. Il courut vers la cave. Nina le suivit. Pierre et Élise se préparèrent. Mais rien ne se passa. Pas ce soir-là. Le lendemain, le champ de lavande portait une marque, un tracé net, comme une empreinte circulaire. Aucune trace de roue, aucune brûlure, juste l'herbe couchée dans une forme parfaite. Pierre observa le phénomène sans comprendre. Élise, elle, pâlit. Ils sont venus, mais ils ne nous ont pas trouvés. La peur grandissait, mais quelque chose en Pierre s'éveillait aussi. Une colère ancienne, celle qu'il avait étouffée pendant 5 ans. Il ne fuirait pas. Pas cette fois. Il passa la journée à renforcer les barrières, à tester les issues, à préparer la maison comme un bastion. Il revint au carnet de Claire, chercha les pages sur les résonances naturelles, les interférences organiques. Une idée lui vint. Il dispersa du marc de café autour des points d'entrée, utilisa la cire des ruches pour sceller certaines fissures. Claire croyait aux matériaux vivants comme protection. Il décida de croire avec elle. Jules l'aida, en silence, mais avec une précision d'adulte. Il comprenait ce qu'on ne disait pas.
Le soir, alors que tout était calme, Nina s'approcha de Pierre. Elle lui tendit un nouveau dessin. 3 silhouettes noires au bord de la colline. Et derrière elle, une ombre plus grande, diffuse, sans visage. « Celle-là, dit-elle. Elle ne parle pas, mais elle commande. » Pierre regarda longtemps le dessin, puis il rangea l'image dans la poche de sa veste. La guerre n'était pas ouverte, pas encore. Mais les lignes étaient tracées, et il savait désormais ce qu'il devait défendre. Pas seulement une ferme, pas seulement des enfants, mais une vérité, une mémoire. Une résistance née du silence. Depuis la découverte de la marque dans le champ, le temps semblait se contracter autour de la ferme. Les heures passaient lentement, mais chaque geste, chaque décision portait un poids nouveau. Pierre, d'habitude si méthodique, agissait désormais avec une vivacité retrouvée. Il se levait avant l'aube, contournait les bois, vérifiait les pièges, tendait l'oreille au moindre craquement. Il n'attendait plus, il anticipait. Le silence n'était plus une fuite. Il devenait une arme. Pierre utilisait ses pas mesurés, ses gestes sûrs pour se fondre dans le paysage. Il devenait invisible sur ses propres terres. L'instinct qu'il croyait mort s'était réveillé. Une sorte de mémoire ancienne, peut-être même ancestrale, liée à la survie et à la protection. Il ne protégeait plus seulement ses souvenirs. Il protégeait la vie, l'innocence et la vérité. Jules et Nina s'adaptaient, eux aussi. Leur jeu favori était devenu une simulation de fuite. Ils s'entraînaient à se cacher, à se repérer sans parler, à utiliser les sons naturels pour communiquer. Élise les observait sans les interrompre. Elle savait que le jeu les préparait, sans les effrayer. Ils n'étaient pas paniqués. Ils étaient prêts. Une nuit, alors que Pierre patrouillait le long de la haie nord, il sentit une odeur étrange, métallique, une présence inhabituelle, presque imperceptible, mais dérangeante. Il s'approcha d'un arbre isolé, et là, cloué à l'écorce, il trouva une photo. Un cliché jauni de mauvaise qualité, représentant la ferme vue du ciel. Dessous, un message à la main. Il n'y a pas d'endroit où se cacher. Il décrocha la photo, la froissa, la garda dans sa poche. Il ne dit rien aux enfants. Il hésita à la montrer à Élise, puis se ravisa. Ce message ne visait pas à informer, mais à effrayer, et il avait décidé de ne plus se laisser guider par la peur. Le lendemain, il commença à construire une palissade plus haute autour de la grange. Pas une fortification, mais un symbole. Il utilisa du bois ancien, récupéré dans la forêt, taillé à la main. Jules l'aidait à porter les planches. Nina peignait des cercles sur les poteaux. Quand Élise lui demanda ce que représentaient ces cercles, elle répondit simplement « Ce sont des barrières pour l'esprit ». La signification échappait à l'entendement rationnel, mais Pierre n'avait plus besoin de preuves. Élise, elle, avait changé. Moins inquiète, plus déterminée. Elle parlait moins souvent de fuir, elle lisait, écrivait, consignant chaque événement, chaque indice. Un soir, elle montra à Pierre un schéma. Des dates, des heures, des directions. Une cartographie des perturbations, des visites, des sons étranges. Elle avait identifié un cycle, une logique. Elle disait que les apparitions suivaient une sorte de rythme. Ce n'est pas un hasard. Ils testent, ils nous analysent. Pierre, en silence, traça un cercle autour de la prochaine date, le 15e jour depuis la première visite. Il savait ce que cela voulait dire. Il reviendrait. Ce jour-là, il décida de s'armer. Non pas d'un fusil, il n'en avait plus depuis la mort de Claire, mais d'outils. Il affûta sa hache, renforça les portes, vérifia chaque point d'entrée. Puis, au crépuscule, il sortit une vieille boîte en fer, cachée sous une latte de parquet. À l'intérieur, un médaillon, une montre cassée, une photo de Claire enceinte, et un couteau. Pas une arme de guerre, un couteau d'artisan, offert par son père. Il le passa à sa ceinture, non pour attaquer, mais pour affirmer qu'il ne reculerait plus. La 15e nuit fut la plus silencieuse. Pas un vent, pas un oiseau. La nature semblait suspendue. Jules se réveilla vers minuit, s'assit dans son lit. Il regarda Pierre qui veillait dans le couloir. « C'est ce soir, dit-il. » Pierre se leva, descendit à la cave. Nina, éveillée elle aussi, attendait déjà le sac à ses pieds. Élise suivit, tenant un bâton de bois gravé de symboles. Personne ne parla. Le feu dans la cheminée fut éteint. Toutes les lumières coupées. Et puis cela commença. Un grondement sourd, à peine audible mais continu. Un bourdonnement dans les murs. Pas un moteur, une vibration. Elle montait, lente,
mais implacable. Les enfants se couvrirent les oreilles. Pierre sentit ses dents vibrer, puis un flash, blanc, intense, visible même à travers les volets fermés. Pas de bruit, mais une lumière qui semblait chercher. Ensuite, un silence encore plus profond, une absence de son total. Et dans ce vide, une présence, quelque chose, quelqu'un. Pierre n'avait jamais cru aux entités, mais ce qu'il ressentit cette nuit-là n'avait pas de nom. Une intelligence froide, distante, cherchant quelque chose, évaluant. Il resta debout, le couteau dans la main, non pour se défendre, mais pour affirmer « vous ne passerez pas ». Et soudain, ce fut fini, comme si rien ne s'était passé. Mais au petit matin, une nouvelle marque était apparue, pas dans les champs, mais sur la porte de la maison. Un cercle noirci gravé dans le bois. Un avertissement. Au matin, le cercle gravé sur la porte semblait avoir été brûlé dans le bois. Il ne sentait pas la fumée, mais dégageait une étrange chaleur au toucher, comme si le bois lui-même portait la mémoire de ce qui s'était imprimé durant la nuit. Pierre resta longuement devant ce symbole, la main posée dessus, sans mots. Élise, qui avait observé la scène depuis l'escalier, descendit et vint le rejoindre. Elle s'arrêta à ses côtés. Ils ont franchi une limite. Pierre acquiesça. Ce n'était plus de la surveillance, c'était un marquage, une déclaration. Les enfants se réveillèrent plus tard que d'habitude, les traits tirés. Ils avaient dormi, mais un sommeil peuplé de tensions, de murmures. Nina s'assit sans rien dire. Jules, lui, marcha directement jusqu'à la porte, regarda le cercle, puis déclara « Ce n'est pas un message pour nous, c'est un test ». Pierre le fixa. Jules reprit, le ton calme, presque clinique. « Ils veulent savoir combien de temps on tiendra avant de les appeler. Pas de nous faire fuir, de nous faire craquer. » Élise fronça les sourcils. « Les appeler ? Oui, leur ouvrir, dire qu'on accepte. » Pierre sentit un frisson remonter sa colonne. Il avait longtemps travaillé la terre. Il avait senti des sécheresses, des orages. Il connaissait la patience de la nature. Mais ce qu'il vivait désormais relevait d'un autre ordre, pas une simple intrusion, une mise à l'épreuve. Jules s'assit sur le sol et sortit une petite pierre ronde de sa poche. Il l'avait ramassée près du puits, plusieurs jours auparavant. Sur sa surface, il avait gravé un autre symbole, différent du cercle sur la porte. Un carré à l'intérieur d'un triangle. Il le posa au centre de la table. Ça, c'est pour eux, pour leur dire non, mais sans leur parler. Nina, silencieuse, le rejoignit. Elle sortit de son sac une mèche de cheveux soigneusement enroulée. Claire. C'était un souvenir de Claire. Pierre reconnut la teinte, la forme de la boucle. Il ne comprenait pas comment elle l'avait, mais il ne demanda rien. Il comprenait seulement qu'elle gardait ce fragment comme un talisman. « Elle nous protège encore », murmura Nina. Même morte, Pierre sentit sa gorge se nouer. Il détourna le regard, mais les enfants ne cessèrent pas. Jules sortit un autre dessin. Ce n'était pas un paysage ni un visage, c'était une scène, une silhouette masculine, Pierre, clairement, entouré de 2 enfants. Tous faisaient face à une ombre gigantesque. Mais derrière eux, dans la terre, une lumière montait. Des racines s'illuminaient. « C'est la ferme », dit Jules. « Elle nous répond. » Élise fronça les sourcils. « Comment ça, elle nous répond ? Elle sait, elle ressent, elle nous garde. » Jules releva les yeux. « Mais elle a besoin qu'on l'écoute aussi, qu'on l'aide à se défendre. » Pierre comprit, instinctivement. Ce que Jules disait, ce n'était pas de la poésie d'enfant. Il parlait d'un lien, d'une alliance. L'après-midi, Pierre emmena les enfants dans le verger. Il leur montra les arbres les plus anciens, ceux que Claire avait plantés à la main. Jules toucha l'écorce, Nina ferma les yeux. Ils ne parlaient pas, mais leurs gestes disaient l'essentiel. « Celui-là, » dit Jules, en posant la main sur un pommier tordu. « Il se souvient. » Ils restèrent là plusieurs minutes, puis Jules se tourna vers Pierre. « Il faut enterrer la pierre ici. » Pierre n'hésita pas. Il creusa un petit trou au pied de l'arbre, y déposa la pierre gravée, la recouvrit lentement. Quand ce fut fait, Jules hocha la tête comme si un accord avait été conclu. Le soir venu, alors que les lumières étaient éteintes, Élise demanda aux enfants s'ils savaient pourquoi eux, pourquoi maintenant. « Parce qu'on est les premiers à dire non », répondit Nina. Les autres ont tous dit oui. Pierre ne comprenait pas. Elle poursuivit. « Il y en a eu d'autres, avant nous.
Pas ici, ailleurs. Mais ils ont tous accepté. On leur a proposé des choses, on leur a montré des images. Et ils ont cédé. Élise baissa les yeux. Elle comprenait trop bien. Dans l'institut, elle avait vu des enfants changer, pas parce qu'ils le voulaient, mais parce qu'ils avaient été modelés, lentement, privés de sommeil, d'affection, de repères, jusqu'à ce qu'ils oublient ce qu'ils étaient. Jules ajouta d'une voix ferme, « Nous, on se souvient. » Ces mots résonnèrent dans la pièce comme une promesse, pas un souhait, une certitude. Plus tard dans la nuit, Pierre sortit seul. Il se dirigea vers l'arbre où la pierre avait été enterrée. Il s'agenouilla, écarta doucement les feuilles mortes, et là, au creux de la terre, il vit une lueur, faible, bleutée, comme si la pierre rayonnait sous la surface. Il ne la toucha pas. Il resta là, immobile, à contempler cette lumière discrète. Et pour la première fois depuis la mort de Claire, il murmura, non pas un mot, mais un souffle, une prière muette à ce qu'il ne comprenait pas encore, mais qu'il acceptait enfin. Le lendemain, la lumière semblait filtrer différemment entre les branches des pommiers. Le ciel d'un bleu austère semblait surveiller les collines avec plus d'attention. Pierre, levé avant tous les autres, marchait lentement dans le verger, les bottes frottant la terre humide. Il s'arrêtait à chaque arbre, posait la main sur le tronc, écoutait. Pas un son, mais une résonance, un écho discret, comme si la ferme, dans son silence ancien, avait répondu à l'offrande de la veille. Il repensa à la pierre enterrée, à la lumière qui en émanait sous l'écorce. Ce n'était pas un phénomène qu'il pouvait expliquer. Et pourtant, il savait. Ce qu'il avait fait là, avec les enfants, n'était pas un geste symbolique. C'était un pacte, une alliance ancienne entre l'homme et le sol qui le porte. Pas de mots, pas de contrat, seulement un lien. Et dans ce lien, une promesse. Tant qu'il tiendrait debout, la terre tiendrait avec lui. Élise sortit peu après. Elle l'observa à distance, sans l'interrompre. Elle avait vu, elle aussi, cette lumière dans la terre. Elle n'avait rien dit, mais elle avait compris. Ils étaient entrés dans une autre phase. Ce n'était plus une fuite, c'était une résistance enracinée. Et dans cette résistance, les enfants jouaient un rôle que ni elle ni Pierre ne maîtrisaient, mais qu'ils respectaient tous deux. Dans les jours suivants, la vie dans la ferme changea subtilement. Les outils semblaient durer plus longtemps. Les semis prenaient mieux, plus vite. Une ruche abandonnée fut soudain réinvestie par des abeilles. L'eau du puits devint plus claire. Rien de spectaculaire, mais une série de petits événements qui, ensemble, formaient un message. La terre coopérait. Pierre commença alors à travailler une nouvelle parcelle, jamais cultivée. Une zone rocailleuse, à l'est, que Claire avait toujours rêvé de transformer en potager d'herbes médicinales. Il y traça des sillons, sans se presser. Il n'avait jamais aimé cette partie du terrain. Trop dure, trop sèche. Mais maintenant, la terre semblait s'ouvrir à lui, comme si elle reconnaissait enfin sa main. Jules et Nina l'aidaient, pas avec des outils, mais avec leur présence. Ils marchaient pieds nus entre les rangées, déposaient des cailloux à des endroits précis, comme s'ils marquaient des lignes d'énergie invisibles. Nina chantonnait parfois une mélodie sans mots. Pierre, bien qu'il ne comprenne pas, sentait que tout cela avait du sens. Un langage ancien, organique. Un après-midi, alors qu'ils plantaient ensemble, Pierre s'arrêta. Il leva la tête. Le vent s'était levé soudainement, glissant entre les branches avec une intensité nouvelle. Il regarda Jules, qui s'était figé, puis Nina, qui s'accroupit, posant la main au sol. « Ils savent, dit-elle simplement. Ils sentent qu'on leur échappe. » Pierre essuya ses mains terreuses sur son pantalon. Il regarda le ciel, puis la colline au loin. Il savait ce que cela voulait dire. Le pacte avait été vu, ressenti, et ceux qui traquaient les enfants comprenaient que quelque chose leur échappait. Le soir venu, Élise, tendue, demanda si le moment n'était pas venu de partir. Pierre, sans répondre, alla chercher une caisse en bois. À l'intérieur, des graines, vieilles mais toujours vivantes. Claire les avait gardées comme un trésor, des variétés anciennes, résistantes. Il en prit une poignée, la montra à Élise. « On ne s'aime pas pour fuir, on s'aime pour rester. » Ce fut sa seule réponse. Elle comprit, les enfants aussi. Le lendemain, la ferme fut différente. Les volets restèrent ouverts, la porte aussi. Les enfants jouèrent dehors, pas par imprudence, par choix. Ils défiaient l'ombre non par provocation mais par vérité. Ils montraient
qu'il n'avait plus peur. Et c'est ce jour-là que le corbeau revint. Un seul oiseau, grand, noir. Il se posa sur la clôture du verger. Pierre l'observa longtemps. L'animal ne bougeait pas, ne sciait pas, comme une sentinelle. Jules s'approcha, posa une pomme au sol. L'oiseau s'envola, tourna autour de la ferme, puis disparut derrière la colline. « Il va prévenir, dit Jules. »« Prévenir qui ?» demanda Élise. Il haussa les épaules. « Ceux qui regardent. » Le soir, alors que le soleil tombait derrière les arbres, Pierre, seul dans le champ des herbes sèches, planta les dernières graines. Il s'agenouilla, posa les mains dans la terre, ferma les yeux. Il ne priait pas, il ne suppliait pas. Il affirmait, par sa présence, par son choix. Et au fond de lui, une phrase se forma. Claire l'aurait comprise. Les enfants la connaissaient déjà. On ne peut pas arracher ce qui pousse avec amour. Ce fut une nuit sans lune. Le ciel, d'un noir dense, semblait se refermer sur la ferme comme un couvercle silencieux. Le vent qui avait soufflé toute la journée s'était subitement arrêté, laissant l'air figé, presque étouffant. Pierre sentait chaque battement de son cœur résonner dans ses tempes. Il n'y avait aucun bruit, pas même celui des grillons. Tout semblait suspendu. Et cette fois, il savait, ce n'était pas une veille. C'était l'instant. Les enfants dormaient dans la cave, dans un calme étrange, leurs visages apaisés, presque irréels. Élise veillait près d'eux, le bâton gravé entre les mains. Pierre, seul dehors, faisait le tour de la propriété une dernière fois. Il vérifiait les points d'entrée, les zones de repli, mais surtout, il écoutait. Et ce qu'il entendait, ce n'était pas un son, c'était une pression. Comme si la terre retenait son souffle. Peu après minuit, cela commença. Pas un bruit d'engin, pas de pas, rien de visible. Mais le sol vibra, d'abord faiblement, comme une pulsation venue de très loin, puis plus fort, plus nette. Une vibration régulière, rythmée, qui remontait par les racines, par les murs, par les os. Pierre se pencha, posa la main à terre. Il sentit la fréquence dans sa paume, comme un battement sourd. Il retourna à la maison, descendit à la cave. Les enfants étaient éveillés, assis, attentifs. Ils essayèrent d'entrer, dit Jules. Nina ajouta, pas par la porte, par la mémoire. Élise se leva d'un bond. La mémoire. Ils cherchent une faille, quelque chose qu'on a oublié de protéger. Pierre comprit aussitôt. Il remonta à la surface, traversa le salon, grimpa au grenier. Là, dans un vieux coffre qu'il n'avait jamais ouvert depuis 5 ans, reposaient les affaires de Claire. Des lettres, des carnets, des vêtements, une boîte de musique. Il en sortit le contenu, le regarda, cherchant ce qui pouvait servir d'ancrage à ceux de l'extérieur. Et soudain, il vit une photo, froissée, cornée, glissée entre 2 livres. Un cliché de Claire, enceinte, souriante, dans le verger. Mais ce n'était pas l'image qui le troubla. C'était ce qu'il y avait au dos, une inscription manuscrite qu'il n'avait jamais remarquée. Une phrase qu'il ne comprit pas immédiatement, mais qui lui glaça le sang. « Ils écoutent par nos souvenirs ». Pierre descendit précipitamment. Il rejoignit Élise, lui tendit la photo. Elle la lut blêmie. C'est ainsi qu'ils avancent. Ils ne pénètrent pas les murs, ils s'infiltrent dans les liens. Jules s'approcha. Il toucha l'image. Il la regarda longuement, puis déclara « Ce n'est pas elle qui a écrit ça, ce n'est pas son écriture. » Nina ajouta « C'est une empreinte, un appât. » Pierre comprit enfin. Quelqu'un ou quelque chose avait tenté de poser un hameçon dans sa mémoire, de fausser la vérité, d'ouvrir une brèche. Il prit la photo, la jeta dans le poêle encore chaud. La flamme prit aussitôt. Une fumée dense s'éleva, et au même moment, le sol vibra plus fort. Les enfants se mirent debout. « Ils sont là », dit Jules. Et alors la maison réagit. Le plancher gronda. Les murs tremblèrent légèrement, non pas sous un choc extérieur, mais comme si la structure elle-même repoussait une présence. Dehors, les arbres bruissaient, sans vent. Une lumière faible mais visible monta du sol, depuis l'endroit où la pierre avait été enterrée. Une lueur bleutée qui se propagea comme une onde. Nina courut à l'extérieur, suivie de Pierre. Elle alla jusqu'au pommier ancien, posa les mains sur le tronc. Jules les rejoignit, fit de même. Pierre, sans réfléchir, s'agenouilla et toucha la terre. Elle était chaude. La lumière monta, pas violente, pas brûlante, mais totale. Une clarté qui semblait venir d'en dessous, comme si la terre elle-même se réveillait. Les feuilles frémirent, les branches se tendirent, les racines palpitaient sous leurs pieds. Et alors, ils entendirent.
Pas une voix. Un chant. Ancien. Profond. Répété en boucle comme une berceuse. Ce n'était pas des mots. C'était un langage de vibration, de rythme, de résonance. Pierre sentit la mélodie dans sa poitrine, dans ses mains, dans ses larmes. C'était clair. C'était les enfants. C'était la terre. La présence ennemie, à ce moment-là, tenta de percer. Mais elle trouva un mur. Un mur fait non de pierre, mais d'union. D'une mémoire partagée qui n'acceptait pas les fractions. Élise, du haut de la colline, vit l'ombre reculer. Elle ne s'effondra pas. Elle s'évapora, dissoute dans une lumière plus ancienne qu'elle. Quand la vibration cessa, tout redevint calme. Le vent revint, les grillons aussi. Le ciel s'ouvrit enfin. Pierre, encore à genoux, murmura pour lui-même. Elle n'a jamais vraiment quitté cet endroit. Jules posa la main sur son épaule. Nina s'assit à côté de lui. Élise descendit, et ensemble, ils restèrent là, au cœur du champ, dans le silence retrouvé. Non plus comme des fugitifs, mais comme les gardiens d'un savoir revenu à la surface. Les jours qui suivirent cette nuit-là portaient encore les traces du bouleversement. Rien ne semblait brisé, mais tout avait changé. Le vent soufflait plus doux, comme s'il prenait soin de ne pas déranger l'équilibre retrouvé. Les oiseaux, absents depuis plusieurs semaines, réapparurent un à un. Les abeilles bourdonnaient à nouveau autour des ruches oubliées. La terre, surtout, respirait différemment. Elle semblait vibrer à un rythme plus profond, plus ancien. Pierre, dès l'aube, marcha jusqu'au vieux pommier, là où la pierre de Jules reposait encore sous la surface. Il s'agenouilla, toucha la terre. Elle était tiède, vivante. Il n'entendait plus le chant de cette nuit, mais il en percevait encore l'écho dans ses paumes, dans sa respiration. Il n'avait jamais cru possible qu'un lieu puisse contenir une mémoire si active, si puissante. Et pourtant, il savait désormais que la ferme n'était plus simplement une propriété. C'était un sanctuaire. Élise le rejoignit, silencieuse. Elle portait dans ses bras le carnet de Claire, désormais rempli d'annotations récentes, de dessins des enfants, de cartes faites à la main. Elle le tendit à Pierre. Il le feuilleta, vit les ajouts, les observations. Elle avait continué le travail de Claire, l'avait prolongé avec une précision presque sacrée. Elle savait, dit Élise. Peut-être pas ce qui arriverait, mais ce que la terre contenait, ce qu'elle protège. Pierre hocha lentement la tête. Il n'avait plus besoin de mots. Il comprenait ce que Claire avait vu, et pourquoi elle avait tout laissé en place, comme une préparation, un appel. Dans la journée, les enfants montrèrent de nouveaux signes. Jules, sans le dire, se mit à tracer des chemins entre les arbres, des lignes invisibles qui reliaient les éléments du domaine. Le puits, la grange, les haies, les vieux murs. Nina le suivait, plaçait de petits objets à des croisements précis, cailloux, plumes, morceaux de bois tressés. Pierre comprit qu'il cartographiait un territoire autre, non celui visible, mais celui sensible, celui que les intrus de l'extérieur ne pourraient pas lire. Il renforce ce qu'on a éveillé, dit Élise en les observant. Il ne se prépara plus à fuir, il protège. Et c'était vrai. La peur avait cédé la place à une certitude. La ferme n'était plus un abri temporaire, elle devenait un foyer de résistance, un point d'équilibre, un lieu où le monde pouvait se défendre de ce qui le grignotait depuis l'intérieur. Le soir, une décision fut prise, sans débat, sans discussion. Pierre commença à ouvrir les bâtiments annexes. Le vieux hangar, les silos à moitié vides, même l'ancien abattoir reconverti en débarras. Il y aménagea des espaces pour accueillir, non pas de nouveaux fuyards, il n'en savait rien, mais de nouvelles présences, de nouvelles formes de vie. Il installa des bancs en pierre, sema des graines autour de cercles de terre. Jules traça des symboles autour des zones ouvertes. Nina y accrocha des rubans tissés de laine et de feuilles sèches. Le sanctuaire prenait forme. La nuit tombée, une lueur étrange monta des quatre coins de la propriété. Non pas une lumière projetée, une sorte de halo, une résonance douce. Élise la vit en premier. Elle monta au grenier, observa depuis la lucarne. Elle appela Pierre. De là-haut, ils virent les champs s'illuminer de points discrets, bleus, verts, parfois dorés. La terre répondait. Elle s'organisait, comme si elle acceptait enfin le rôle qu'on lui demandait de jouer. Ils essaieront encore, dit Élise. Mais maintenant, ils devront faire face à quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Pierre ferma les yeux. Il pensa à Claire, à ses mains tachées de terre, à son rire sous la pluie. Il pensa aux enfants, aux cercles tracés, aux racines éveillées.
Et il comprit que, pour la première fois depuis sa disparition, elle n'était plus seulement un souvenir. Elle était là, présente dans chaque feuille, chaque souffle. Plus tard, alors que la maison dormait, Pierre sortit seul. Il s'assit au pied du pommier. Le vent effleurait les branches. La lumière des points de vie palpitait encore autour de lui. Et alors, il parla, d'une voix rauque, oubliée. « Je suis prêt. » Il ne parlait pas aux hommes. Il parlait à la terre. Et elle répondit. Les jours suivants furent étrangement paisibles. Pas de nouveaux signes, pas de survol, pas de marques. Le silence avait repris possession des collines, mais ce n'était plus le silence vide de l'attente. C'était celui des choses accomplies, des présences admises, d'un territoire reconnu. Pourtant, chacun dans la maison savait que quelque chose manquait encore. Un dernier passage, une dernière vérité. Jules le sentit le premier. Il devint plus réservé, moins concentré sur ses cartes, plus attentif au ciel, au cycle du vent, au mouvement des ombres. Nina aussi changea. Elle passait plus de temps seule, dans le verger, assise en tailleur, les mains ouvertes vers la terre. Élise s'en inquiéta, mais Pierre la calma d'un simple regard. Il savait. C'était le seuil. Le 13e soir, Pierre rassembla tout le monde dans le champ des herbes sèches, là où, des semaines plus tôt, il avait planté les graines oubliées de Claire. Elles avaient germé, lentement, avec force. De petites pousses recouvraient désormais le sol, vibrantes de vie, comme si la terre les avait fait éclore en réponse à l'appel du pacte. Au centre du champ, il traça un cercle. Pas un symbole ancien, pas une barrière, un simple espace, un vide offert à ce qui viendrait. « Ce soir, dit Jules, on les verra vraiment. » Élise demanda, « Ils vont venir ?» ?»« Non. » Jules secoua la tête. « Ils sont déjà là, depuis toujours, mais c'est nous qui allons voir. » La nuit tomba. L'air était immobile. Aucun son. Même le vent semblait s'être arrêté pour écouter. Alors, un à un, ils entrèrent dans le cercle. Pierre s'assit, Élise à ses côtés, Jules et Nina face à eux. Personne ne parla. Le temps s'étira. Puis la lumière changea. Une lueur douce, irisée, enveloppa le cercle. Pas un faisceau, une présence. Elle ne venait pas du ciel, ni du sol. Elle émanait du milieu, de l'intérieur du cercle, comme si l'espace lui-même se souvenait de ce qu'il avait été. Une forme se dessina, floue, changeante, ni homme, ni bête, quelque chose entre l'idée et la matière. Jules se leva, avança d'un pas. « Vous ne prendrez rien ici. » Sa voix était calme, assurée. L'ombre ne répondit pas, mais elle pulsa. Une onde légère se propagea à travers le sol. Nina se leva à son tour. « Vous avez oublié ce que nous sommes. » La lumière monta d'un cran. Et alors, Pierre comprit. Ce n'était pas une confrontation, c'était une révélation. Ce qu'ils voyaient n'était pas un ennemi, c'était leur propre peur. Celle que l'homme avait créée en voulant tout contrôler, tout posséder. L'ombre n'était qu'un miroir de ce refus ancien d'écouter la terre, d'accepter les rythmes naturels, les forces non soumises. Élise murmura « Ce n'est pas eux, c'est nous ». Et à cet instant, la forme disparut. Le cercle s'éteignit. Mais quelque chose était resté. Un calme absolu, une certitude. Le seuil avait été franchi. Jules se tourna vers Pierre. Maintenant, ça peut recommencer. Pierre ne demanda pas quoi. Il savait. La vie, pas celle d'avant, mais une autre. Le lendemain, la ferme s'ouvrit. Littéralement. Les clôtures furent enlevées, les chemins nettoyés. Pierre, Élise et les enfants travaillèrent côte à côte pour transformer les granges en lieux d'accueil. Des panneaux furent installés à l'orée des bois. Pas de mots. Juste un symbole, un cercle à l'intérieur duquel brillait une racine. Les premières personnes arrivèrent quelques semaines plus tard, fatiguées, égarées, des familles, des jeunes. Certains avaient entendu parler d'un endroit où la terre chantait encore. Pierre ne leur promit rien, mais il leur montra le sol. Il leur apprit à écouter. Jules et Nina grandissaient. Leurs dons se transformaient. Ils n'étaient plus surveillés, plus traqués. Ils étaient les guides d'un monde qui réapprenait à respirer. Élise resta. Elle écrivit tout, documenta chaque étape. Elle envoyait parfois ses récits à ceux qui voulaient comprendre. Mais elle savait, certaines choses ne s'écrivent pas. Elles se vivent. Pierre ne parla pas davantage. Mais il n'avait plus besoin de mots. Son silence n'était plus une fuite.
C'était une langue que la terre comprenait et que le monde enfin commençait à écouter.